Bonjour à tous, je suis Frédéric Rioux, je travaille au sein du marketing clientèle chez Schneider Electric. J'ai notamment en charge le programme My Schneider Bureau d'études, c'est le QR code qui est juste à côté de moi, où on s'efforce de vous apporter un maximum d'éléments, d'outils, d'informations dans votre métier de tous les jours, dans l'actualité, et notamment tout ce qui concerne la partie normative. Donc, je suis ravi de vous retrouver pour ce deuxième webinaire consacré au bureau d'études. Aujourd'hui, nous allons évoquer le monitoring énergétique. Voilà, quelles sont les phases pour le mettre en place jusqu'à l'exploitation. Avec les crises climatiques et énergétiques, l'énergie est devenue un sujet majeur et nous devons absolument réduire nos consommations, que ce soit pour limiter notre empreinte sur l'environnement, diminuer nos factures énergétiques ou simplement se conformer aux obligations légales. Pardon. Donc aujourd'hui, nos intervenants seront Arnaud pour la partie plan de mesurage ou plan de comptage, Sébastien et Saïd pour les solutions de monitoring, et nous aurons l'intervention de Aude pour l'exploitation du logiciel de management de l'énergie. C'était écrit en préambule, mais n'hésitez pas à poser des questions tout le long de ce webinaire. Vous avez une petite bulle en bas à droite de votre écran qui vous permettra d'accéder au chat. Sébastien, je te passe la main. À toi. Frédéric, je pense qu'on a perdu ton partage. Ça ne fonctionne plus? Non, on voit plus ton écran. Ah, là c'est mieux, c'est revenu. Ok. Bonjour à tous, donc ravi de vous accueillir dans cette session. Aujourd'hui, on va partager notre vision de la situation actuelle et les solutions qu'on peut apporter pour avancer ensemble, comme l'a dit Frédéric. Frédéric, si on peut revenir sur la présentation. Ah, le problème, c'est que je la vois, moi. Non, on la voit plus. Enfin, moi, je la vois pas, en tout cas, de mon côté. Sinon, garde peut-être la main de ton côté et je te dirai suivant pour les slides. Donc, nous, Schneider Electric, on est persuadé qu'on a un tournant, donc un enjeu majeur de notre société actuelle, en fait, et de toutes les entreprises. On a vraiment besoin de comprendre la transition qui s'opère et la responsabilité sociétale qu'on a pour agir tous ensemble. Donc, nous, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est aussi les leviers qu'on voit de notre côté pour pouvoir et participer et tous aller dans la même direction. Donc, en termes de piliers, on en voit 3. Vous êtes bien tous au fait de la crise énergétique qu'on traverse en France, mais aussi en Europe. Et on voit clairement que le réseau se tend et que la production d'énergie électrique est limitée en capacité. Donc, dans le même temps, le coût de l'énergie qui s'est envolé, il y a donc urgence. Okay. Nous savons qu'il faut réduire de 10% notre consommation d'énergie en 2024 et de 60% avant 2050. Donc, ça nous laisse du temps, mais c'est quand même un gros défi. Donc, j'imagine que vous savez tous quelle est la première étape pour aller économiser de l'énergie, pour pouvoir être dans une démarche d'efficacité énergétique, c'est de mesurer. Okay, mesurer où est-ce qu'on en est, de savoir un petit peu comment notre site, notre bâtiment fonctionne, et d'ensuite, une fois qu'on a une vision là-dessus, d'automatiser. Donc, on va y revenir dans un instant. Aujourd'hui, on a juste avant de passer sur les décrets, on reste sur les 3 piliers. On a un premier pilier qui est l'efficacité énergétique. On doit diminuer notre utilisation d'énergie de 60%, comme je le disais, pour maintenir la même activité économique. C'est un défi, mais c'est faisable. On a des solutions, on a des leviers pour faire ça. Le deuxième, c'est l'électrification des usages. On est tous au courant entre les adaptations dont on a besoin pour réduire la dépendance au gaz, les véhicules électriques qui arrivent et autres usages électriques. En fait, en électrifiant, on économise de l'énergie de façon globale. Et on participe au 3e pilier qui est aussi de décarboner.
Donc, on a la chance en France d'avoir une énergie déjà bien décarbonée, grâce au nucléaire notamment, et grâce aux énergies renouvelables. Le défi, c'est de continuer à avoir cette décarbonation et de l'étendre au niveau des bâtiments et des industries. Donc là, on peut passer sur la slide des décrets. Donc, c'est dans cette optique que, en fait, le gouvernement nous accompagne et accompagne un petit peu toute la filière, hein, en mettant en place des décrets, des lois pour nous pousser vers une meilleure utilisation de notre énergie. Donc, il en existe beaucoup. On a sélectionné, on va dire, les plus importantes ou les principales qu'on voit aujourd'hui. Donc, certaines sont des obligations de moyens, comme on voit sur la première ligne, en fait. Le décret BAX qui concerne tous les bâtiments dont la puissance nominale utile est supérieure à 70 kWh, donc à mettre en place une GTB. Okay. La loi LOM qu'on voit au milieu, elle pousse à l'utilisation des transports plus verts sur les entreprises, donc comme on le disait tout à l'heure sur les flottes de véhicules électriques, hein, notamment, pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés. Okay, donc ça concerne beaucoup d'entreprises, hein. On parle d'ici de PME et toute autre entreprise. Et enfin, la loi ENR qui pousse les entreprises de plus de 250 salariés cette fois à mettre en place un plan énergie renouvelable. Donc clairement, tout ce qui est ombrelle, tout ce qui est panneaux solaires ou biomasse ou éolien potentiellement sur les bâtiments neufs ou existants. Aussi. Donc, on est vraiment dans les obligations de moyens, mise en place, investissement, mise en place de matériel associé. Il y a aussi des obligations de résultats, donc via le décret tertiaire notamment, qui concerne la réduction de la consommation énergétique pour tous les bâtiments de plus de 1000 m². Une grosse partie, une majorité en fait de tous les bâtiments qui existent aujourd'hui. Et la RE 2020 qui concerne tous les bâtiments cette fois, et qui favorise en fait les matériaux biosourcés, qui vise à réduire le contenu carbone en fait des constructions de 40% d'ici 2030. Donc c'est dans 7 ans. Ça arrive quand même assez très vite. Donc la base, vous l'aurez compris, c'est dans un premier temps de comprendre où est-ce qu'on en est. Il faut savoir, avant de savoir où est-ce qu'on va. Donc comment est-ce qu'on fait ça? On peut passer à la slide suivante. Donc, nous, on a identifié de notre côté Schneider 4 étapes pour un projet d'efficacité énergétique, donc qui englobe tous les décrets et lois qu'on a vus avant, hein. C'est dans un premier temps, comme on le disait, un audit, donc savoir où est-ce qu'on en est, savoir qu'est-ce qu'on a au niveau de notre installation, dans quelle démarche d'efficacité énergétique on est. Est-ce que c'est juste économiser de l'énergie ou est-ce qu'on est vraiment dans une démarche ISO 50001 sur laquelle en fait on va pouvoir prétendre à des aides du gouvernement dans le style des C2E par exemple. Une fois qu'on sait où on en est et comment est-ce qu'on peut mettre en place un système, on va déjà commencer par la partie mesure. On va identifier en fait combien est-ce qu'on consomme, les potentiels gaspillages, par exemple l'énergie qui est utilisée la nuit ou le week-end quand l'entreprise est fermée, mettre en place des actions au niveau local. Et une fois qu'on aura fait en fait ces premières analyses et qu'on saura où on en est, on va pouvoir installer du contrôle. Donc en général une GTB plus ou moins avancée, qui va nous permettre elle d'automatiser en fait tous ces contrôles-là. Donc j'allume, j'éteins la lumière à des horaires donnés, je contrôle des machines, ou des applications du genre CVC à distance, et j'automatise tout ça, ce qui nous permet de rentrer vraiment dans une démarche d'optimisation de l'efficacité énergétique. Et en dernier, la dernière étape, donc j'exploite mon bâtiment, j'assure un suivi de toutes les actions que j'ai mises en place et potentiellement je reboucle en étape 2 qui est de réidentifier au fur et à mesure plus de gaspillage et plus, réidentifier, on va dire, des poches d'économie d'énergie. Plus on creuse, plus on peut identifier des petites poches d'économie d'énergie. Donc, pour être plus efficace énergétiquement parlant. Donc, 4 étapes. On comprend où on en est avec les audits. On mesure pour savoir quelle est la situation actuelle et où est-ce qu'on peut faire des économies. On met du contrôle en place pour pouvoir automatiser. Et derrière, on exploite et on boucle cette boucle virtueuse en exploitation.
au niveau de l'étape 4. Ouais, on peut passer à la prochaine slide. Donc, qu'est-ce que nous, on propose pour vous accompagner dans cette démarche? Déjà, on va reprendre la première étape. Donc, on va se plonger sur la partie audit avec Arnaud. Arnaud, si tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, vous m'entendez là? C'est bon? Oui. Ok, hop, je prends la même. Alors effectivement, il y a une première étape qu'on propose, une étape d'audit. Alors attendez, je reprends la main. Voilà. Les étapes d'audit qu'on propose, en fait, plus qu'un audit, on appelle ça aussi une phase d'étude, une étude de conception d'une solution de monitoring énergétique. Alors, en France, on est un pays assez mature sur le sujet, donc en fait, on s'appuie sur ces phases d'études sur des référentiels. Et il y en a un qui fixe les règles de l'art de la conception d'une solution de monitoring. Donc, on n'a pas à réinventer la sauce. Ce référentiel, il est normé sous la référence AFNOR NF EN 17267. Et il a finalement deux intérêts, ce référentiel. Un, de suivre l'état de l'art pour concevoir une solution de monitoring. Et de deux, il a un intérêt parce qu'il répond à une des conditions d'éligibilité pour aller chercher, capter des aides financières sous forme de certificats d'économie d'énergie. Donc, dès lors que c'est nécessaire, effectivement, sur un grand bâtiment tertiaire ou sur l'industrie, chez un client industriel, on s'appuie sur ce référentiel pour dérouler une prestation d'étude nous permettant de définir dans les règles de l'art toute la solution technique associée à la mise en place d'une solution de monitoring énergétique, avec tous les intérêts que ça peut avoir derrière. Alors, il y a une première grande étape avant, en fait, elle est ce référentiel, il est en 3 grandes étapes. Il y a l'avant-réalisation de projet, il y a la réalisation du projet, son déploiement, je déploie, j'installe la solution de monitoring énergétique et ensuite je l'exploite et je maintiens tout ça. Dans la phase avant-projet, il y a un audit, une étude préalable qui consiste à franchir les 3, voire une partie de la 4e étape. Les 3 premières étapes, c'est définir le contexte, les objectifs, les contraintes. Alors, c'est hyper important de commencer par ça pour bien comprendre la maturité de notre client à vouloir réaliser le projet et potentiellement à réconcilier l'ensemble des parties prenantes chez notre client qui aura un intérêt à mettre en place ce type de système et qui sera partie prenante dans la définition technique et fonctionnelle de la solution à mettre en place. Donc cette première étape, elle a un gros intérêt pour dire, OK, quelles sont vos ambitions? Alors des fois, il y a des ambitions globales, des fois, il y a des ambitions qui naissent plutôt localement. Donc il faut essayer de comprendre ce contexte-là et réconcilier un peu les enjeux globaux des initiatives locales. Ce sera très important dans cette partie-là de bien comprendre qui sont les parties prenantes. Est-ce qu'il y a une équipe projet derrière qui est constituée? Est-ce qu'il y a un planning prévisionnel de réalisation de ce type d'action? Est-ce qu'il y a des budgets qui sont déjà alloués? Est-ce qu'il y a une validation de la direction pour aller pour prendre les devants? Est-ce qu'il y a des contraintes externes comme la réglementation, des choses comme ça? Pour bien mettre à niveau, disons déjà, les moyens qu'il va falloir mettre en place pour la suite du projet. Ça sert à rien de faire une étude si derrière on sait déjà que le bébé est mort dans l'œuf, quoi. Donc, il y a une première phase de contextualisation importante. La deuxième partie, c'est l'évaluation de la situation initiale. Donc là, on rentre dans la technique et en fait, chaque utilisateur, chacun de nos clients, en fait, arrive déjà avec un niveau de maturité.
Il y a les utilisateurs qui partent de zéro, mais qui font déjà quelques bricoles avec des compteurs d'énergie, notamment les compteurs fournisseurs ou à minima sur la facturation. Il y en a d'autres, ils sont sur des démarches assez avancées, notamment parce qu'ils appliquent ou ils sont déjà certifiés ISO 50001, donc ils appliquent déjà des démarches d'amélioration continue sur leur périmètre. Et puis, il y a le curseur qui se balade entre ces deux limites, donc on rencontre un petit peu de tout en termes de maturité. Donc il est important de voir déjà où c'est que se situe notre client et voir qu'est-ce qui est mis en place en termes de pratique pour bien calculer le gap qu'il va falloir franchir et pour bien définir le plan d'action d'amélioration. Troisième étape, cette définition de plan d'action d'amélioration qui là, elle, va consister à définir techniquement la solution sur différents aspects. Des indicateurs de performance énergétique, le plan de comptage, l'ensemble des compteurs à mettre en place ou à faire évoluer, l'ensemble de l'architecture de remontée d'informations, des aspects informatiques liés à la gestion de la donnée, à la localisation des données de manière sur site ou externalisée, pareil pour la partie logicielle, etc. Donc là, on va définir dans ce plan d'action d'amélioration tous les axes pour faire évoluer la manière de faire actuelle de telle manière à arriver à atteindre les différents objectifs. Et il y a une partie mettre en place le système de mesurage parce que déjà dans cette phase avant projet, il y a une partie de ce dernier onglet qui doit être analysé pour commencer à définir exactement le matériel et l'infrastructure qui va devoir être mise en place. Donc vous voyez, ça structure bien la démarche d'audit, d'étude, et c'est une des conditions d'éligibilité au certificat d'économie d'énergie. Je vous le disais tout à l'heure, les certificats d'économie d'énergie, c'est quand même pas une paille, ça peut financer une bonne partie de la réalisation du projet. Et dans les conditions d'éligibilité de la fiche C2E concernant la mise en place d'un système de mesurage d'indicateurs de performance énergétique, l'une des conditions d'éligibilité et d'accès à cette méthode de financement, c'est de réaliser cette partie étude de plan de comptage sur toute son ampleur, c'est-à-dire la phase avant projet, la phase mise en place du système et la phase exploitation et maintien. Donc, même si on lance cette phase d'étude en amont du projet, elle devra être complétée en réalisation et après projet pour que l'étude soit totalement recevable vis-à-vis des conditions d'éligibilité de la fiche C2E. Okay, la fiche C2E étant référencée END UT 134. Alors de manière un petit peu plus précise, là vous avez les étapes de réalisation, enfin le détail des étapes de réalisation de la partie de la phase préliminaire de l'étude. Alors, sans forcément se focaliser sur le tableau de gauche qui rentre un petit peu plus dans le détail de ces étapes, si on regarde le logigramme, c'est assez simple. Dans un premier temps, on va recueillir l'ensemble des données dont on a besoin à l'échelle du site pour contextualiser le profil énergétique et contextualiser un peu l'enjeu autour du sujet chez le client. On va s'intéresser en parallèle à bien définir le contexte, les objectifs, les contraintes et évaluer la situation initiale. Une fois qu'on aura ces deux éléments, on va pouvoir faire une analyse des écarts et regarder exactement comment on va pouvoir définir notre plan d'action. Okay, et ce plan d'action, il y a en gros les étapes suivantes. On passe par la définition des indicateurs de performance et on passe par là essentiellement pour élaborer notre plan de comptage
de telle manière à ce qu'il soit le plus pertinent possible. On ne cherche pas à mettre des points de mesure partout, sur tous les départs énergétiques. Non, on va définir ce que doivent être nos indicateurs de performance énergétique pour imaginer mettre en place des compteurs essentiellement sur les points qui nous intéressent, donc les points les plus pertinents. Donc on élabore ce plan de comptage, toute énergie confondue, voire même les fluides, puisque la plupart du temps, quand on fait du monitoring énergétique à l'échelle, par exemple, d'un site industriel, on va aussi s'intéresser à monitorer, par exemple, la consommation d'eau, enfin toutes les consommations d'eau ou d'autres fluides spéciaux. Et ensuite, on va aussi, une étape importante, construire l'architecture de communication. Donc là, on va rentrer en contact souvent, enfin, la plupart du temps, on rentre en contact avec d'autres services, et services informatiques notamment, qui ont leurs propres spécifications aussi à nous imposer, ou à défaut, on va proposer des solutions technologiques qui vont devoir valider de telle manière à ce qu'on puisse avoir une solution totalement construite et que, au final, les utilisateurs puissent réellement utiliser une solution fonctionnelle. Là, vous avez quelques exemples de rendu, de rapport d'audit, hein. C'est juste une extraction de quelques slides, mais pour bien comprendre comment dire, la démarche. Le premier slide en haut à gauche, c'est pour dire, ben, voilà l'état actuel, monsieur le client. Alors là, c'est un site industriel. Aujourd'hui, on constate que vous faites un relevé terrain des compteurs, c'est-à-dire que vous allez relever périodiquement les index de comptage sur tel et tel compteur d'eau, compteur électrique, compteur de gaz, etc. Vous saisissez ces index de consommation dans un fichier Excel. Ce fichier Excel, finalement, vous l'exploitez ou pas directement. Vous le transmettez à un autre service pour que cet autre service, HSE ou contrôle de gestion ou autre, retravaille les datas et les contextualise pour finalement en tirer de vrais indicateurs exploitables et compréhensibles à l'échelle du site. Donc dans toute cette chaîne, évidemment, il y a une transmission de l'information qui est largement optimisable et il y a du temps rouge à tout niveau. Donc on en a tout intérêt à essayer d'améliorer cette situation et tant qu'à faire se peut, à digitaliser ce processus-là pour que tout le monde puisse gagner du temps et être bien plus efficace. Là encore une fois, on a tous les degrés de maturité chez nos clients et on voit à peu près de tout. Donc c'est pour ça qu'on essaye sur un slide comme ça, de bien comprendre l'état des lieux déjà de ce qui est fait actuellement. Ensuite, le slide en haut à droite, lui, il est là pour définir les indicateurs de performance énergétique. Donc il y a des règles aussi pour définir des indicateurs de performance énergétique, pour avoir un indicateur à l'échelle globale du site, qui est généralement ce que je consomme par rapport à ce que je produis. Il y a du process. Là aussi, généralement, on regarde les consommations d'énergie entrantes et on regarde ce qu'il en sort de ces lignes de process, en tout cas pour un site industriel. Il y a des utilités qu'on retrouve sur les grands bâtiments tertiaires ou sur les sites indus, où là, on va suivre le rendement des équipements, mais on va pouvoir aussi aller un peu plus loin pour comprendre comment on consomme, comment est distribué, comment sont distribuées ces énergies et comment on les consomme sur des usages finaux. Il y a du bâtiment, et voilà. Donc il y a tout un tas de choses. Donc en fait, on construit la vision qu'on veut dont on veut se doter en termes de suivi de performance énergétique en fonction d'un niveau de granulométrie et on va se tenir à ça pour définir le plan de comptage qui est, alors là j'ai extrait une vue, une représentation en bas à droite, où là on a une distribution électrique. Il y a évidemment, c'est souvent plus complexe, hein, il y a plusieurs slides comme ça où on représente la distribution des énergies, quelle qu'elle soit, et on va
s'intéresser à positionner des points de comptage pour pouvoir alimenter des indicateurs de performance énergétique. Donc là, évidemment, bon, là, il n'y a que des points rouges. Donc, s'il y a un point bleu, un point existant, c'est le compteur d'énergie fournisseur. Mais la plupart dans ce cas-là, il n'y a que des points rouges. Donc, c'est des points de comptage qui n'existent pas et qu'il faut mettre en place. Mais on évalue par l'état initial l'ensemble des dispositifs de mesure qui sont existants. Et s'il y en a qui sont existants, qui sont communicants, eh bien, on va réutiliser, on va tout simplement les connecter. S'il y en a qui ne sont pas communicants, et il va peut-être falloir les faire évoluer et jusqu'à potentiellement remplacer des systèmes ou mettre en place des systèmes neufs, de compteurs neufs pour pouvoir se doter de la mesure et pour pouvoir alimenter ces indicateurs de performance énergétique. Une fois qu'on a fait les plans de comptage, en fait, on va structurer l'ensemble de l'architecture de communication, ce qu'on voit à gauche, et on va se définir comment je vais remonter mes compteurs. Alors mes compteurs, je les remonte déjà parce qu'en fonction du protocole de communication propre au compteur. Qu'est-ce que j'ai en sortie? J'ai de l'analogique, j'ai du Modbus, j'ai plein de systèmes et protocoles de communication disponibles. Donc, comment je standardise un petit peu les choses en fonction des compteurs, en fonction de leur localisation, etc. On peut partir aussi sur des protocoles de communication distants sans fil. Il existe plein de choses, le tout étant d'avoir une vision globale pour essayer d'architecturer tout ça de manière un peu standardisée. Et ensuite, on s'intéresse aussi à la récupération d'informations contextuelles, puisque les données énergétiques ne suffisent pas, il faut aller chercher des données contextuelles, notamment par exemple à l'échelle d'un site industriel, les unités de production. Et là aussi, il y a des connexions à faire entre des bases de données de certains systèmes informatiques qui peuvent avoir ces informations pour mettre à disposition l'ensemble des informations énergétiques et contextuelles au niveau d'un outil d'exploitation qui peut permettre à nos clients de pouvoir suivre sa performance énergétique et prendre les bonnes décisions. Donc voilà un petit peu comment on réalise ce type d'audit. Et en tout cas, voilà les bonnes pratiques que nous, on applique et que l'on propose à nos clients pour pouvoir avancer dans la conception d'une solution de monitoring énergétique. Merci Arnaud. Donc on était vraiment sur la première étape de savoir où est-ce qu'on en est à travers les audits. Maintenant, le but, basé sur ce qu'a dit Arnaud, le but c'est de rentrer un petit peu plus en détail. Donc, qu'est-ce que nous, Schneider, on peut vous proposer pour vous accompagner en termes de solutions? Okay. Arnaud, si tu peux garder la main, voilà, et passer à la slide suivante. Donc, ici, vous vous reconnaîtrez tous sur la première bande en haut. Hein, en fait, on décrit les différents segments. Donc, le but étant de savoir en fonction du segment quelle solution on peut proposer. Parce qu'on ne proposera pas la même chose à un restaurant et à un site industriel lourd qui n'ont pas du tout les mêmes problématiques et sûrement pas la même approche. Donc, en fait, le but ici, c'est de vous montrer, on reprend les étapes, hein, la première ligne en bas étant la partie monitoring, la deuxième ligne étant la partie automatisme, donc contrôle, plus lié, on va dire, à la CVC sur la partie building operation et à l'industrie sur la partie power operation, et la couche d'encore au-dessus, les services associés. Donc, si on se concentre sur les deux premières lignes déjà. Donc aujourd'hui, ce qu'on va vraiment détailler, on va dire, c'est l'approche Power Monitoring Expert. Donc la partie monitoring énergétique plus de l'installation de distribution électrique. Okay, donc sur cette solution-là va concerner surtout la partie grand bâtiment tertiaire et industrie, les sites critiques comme les data centers, les CHU, le transport, vous voyez c'est marqué en haut, et l'électro-intensif. Donc ça peut être le oil and gas, les utilities, donc tout ce qui est EDF et autres, et les industries très lourdes, on dira. Donc PME vraiment adresse ces segments-là. Maintenant, quand on est sur des plus petits bâtiments, que ce soit du petit tertiaire, du multisite, moyen site, tertiaire,
on va avoir une solution qui va s'appeler Energy Hub. C'est du monitoring, mais une solution un petit peu plus basique qui répond aux besoins d'un bâtiment tertiaire petit ou moyen. Donc, une solution pour sa part cloudée. On en reparlera juste après. Sur la deuxième ligne, on voit qu'il y a aussi deux approches en fonction des segments sur la partie contrôle. Donc EBO qui va être plus sur la partie tertiaire, que ce soit moyen tertiaire ou grand tertiaire, sur la partie automatisation et régulation CVC. Et sur la partie de droite, donc les bâtiments, on va dire, plus industriels, plus critiques, on aura Power Operation, qui est l'équivalent, mais pour des sites BT et HTA. Ensuite, une fois qu'on a tout ça, on passe sur, si vous vous rappelez bien, l'étape 4, qui est donc le déploiement, la maintenance et en fait le cycle de vie du bâtiment, quel que soit le bâtiment. Et donc là, on va passer potentiellement, si besoin, par les services Schneider qui vont vous aider à continuer à optimiser, à pouvoir en fait avoir des interactions régulières avec vous, avec le site, pour pouvoir mener des actions, que ce soit de rénovation, d'efficacité énergétique ou un accompagnement dans la démarche en elle-même. Donc, si on peut passer à la slide suivante, l'avantage de toutes ces solutions, c'est qu'on a, sur la partie monitoring, c'est qu'on a la même couche basse, c'est-à-dire les mêmes systèmes, les mêmes produits qui remontent. Donc, on a la possibilité via le PaaS, donc le panel serveur que vous voyez au milieu, la passerelle de communication, de collecter beaucoup de données de manière différente. Donc, on a la possibilité de connecter, bien sûr, des compteurs Schneider qui soient en Zigbee, donc sans fil, ou qui soient filaires, donc que ce soit du Modbus ou de l'Ethernet. Donc, on va avoir la possibilité, pour ceux qui connaissent, de récupérer du PowerTag, des IEM, des PM, donc des centrales de mesure, des ION, des micrologiques, vraiment beaucoup de tout ce qui est disponible en fait chez Schneider, ou quasiment. Et on va avoir la possibilité de faire remonter aussi d'autres compteurs d'énergie. Donc, la seule chose, c'est qu'il faut qu'il soit communicant, donc potentiellement via de l'Ethernet, du Modbus ou même de l'impulsionnel. Donc, on va pouvoir faire remonter du comptage d'eau, du comptage de gaz, du comptage d'air et autres compteurs d'énergie. Okay. Donc, une fois qu'on a cette couche basse et qu'on a des produits communicants qui sont bien connectés sur la PaaS, donc le panel serveur, on va pouvoir aller connecter ce que je vous montrais juste avant, donc différents logiciels, différentes approches en fonction du segment. Ce qu'on va faire là aujourd'hui, c'est faire un zoom sur la partie PME qui concerne surtout les segments, donc le grand tertiaire, l'industrie et tout ce qui est industrie lourde. Donc on peut passer à la slide suivante. Alors non, ouais. Donc, Power Monitoring Expert. Donc si on peut encore passer à la slide suivante. On a déjà décrit un petit peu les solutions via les slides précédentes. On va juste s'attarder sur PME pour vraiment vous faire comprendre que PME est un logiciel qu'on installe sur site, donc sur des serveurs locaux. Ce n'est pas un logiciel cloudé. C'est un logiciel de management des utilités. Donc, on va pouvoir faire remonter l'eau, le gaz, l'électricité, l'air comprimé, toutes les énergies. Et on va pouvoir aussi visionner le réseau de distribution électrique. Donc, c'est-à-dire comprendre où est-ce qu'on en est avec chacun des éléments connectés à l'instant T. C'est vraiment important de bien comprendre ça, c'est de l'instantané. Et on va pouvoir aussi pousser un petit peu plus en allant raccrocher d'autres offres, notamment la qualité d'énergie. Donc, savoir quelle est la qualité d'énergie qu'on a sur le site, mais aussi qui arrive sur le site, c'est-à-dire quelle est la qualité d'énergie que le réseau, que l'utilité nous fournit. Okay. Donc, PME, en résumé, c'est vraiment un outil d'analyse énergétique qui aide à la décision. Donc, bien, on comprend où on en est, on va mettre en place des actions en fonction de ce qu'on a identifié et à la conduite d'opération, puisqu'on va pouvoir le suivre en termes de résultats, mais aussi en termes opérationnels à travers PM. Si on va à la slide suivante,
on va faire un petit zoom sur, encore plus sur les fonctionnalités de PME. Donc, il y a 5 grands points, le 1 et 2 étant ici. Donc, pilotage de la performance énergétique, c'est ce que décrivait Arnaud sur la première partie audit. Donc, ça va aussi dépendre de votre démarche. Si on est dans une démarche ISO 50001, ce qu'il faut savoir, c'est que PME est donc certifié ISO 50001 et va nous permettre de suivre les IPE, donc les indices de performance énergétique, et notamment de pouvoir les traquer et de pouvoir aussi prétendre aux fameuses C2E dont Arnaud nous en parlait. Donc, on va pouvoir modéliser l'installation, modéliser la performance, mais aussi l'installation de distribution électrique. Donc, vraiment avoir un schéma qu'on va pouvoir visualiser, mais aussi en termes de bar graph pour tout ce qui est consommation. On va avoir une possibilité aussi d'ajouter beaucoup de fonctions annexes, donc de l'alarming, des détections de fuite, potentiellement même dans un certain sens de la maintenance prédictive, quand on voit qu'il y a des dérives et que on peut potentiellement associer ça à des alarmes ou à des analyses pour dire, voilà, il y a peut-être des choses à faire sur le matériel existant, vieillissant, en termes de déviation de consommation ou déviation d'usage. Donc, un deuxième grand point, c'est vraiment la digitalisation du réseau électrique. Tout ce qui est connecté, on va pouvoir aller le surveiller. D'accord ? Donc, c'est vraiment important de souligner ça. C'est-à-dire que si on peut connecter l'appareil, notamment avec du Schneider, on pourra forcément aller récupérer plus de données. Si c'est du matériel autre, on va pouvoir aller récupérer une grande partie des données, potentiellement pas autant que si c'était du Schneider. Donc, on va avoir de la surveillance réseau, on va pouvoir, comme je le disais juste avant, surveiller le vieillissement des disjoncteurs à travers le nombre de cycles effectués, à travers le nombre d'heures travaillées. On va avoir pas mal de possibilités. Donc, les performances des onduleurs pour un site du genre CHU ou même data center pour la partie onduleur. On va avoir la qualité électrique, comme je le disais tout à l'heure, donc la possibilité de surveiller la qualité de l'énergie qui arrive, donc entrante, mais aussi sortante. Enfin, sur le site, mais aussi sortante. Donc, ce qui permet aussi de faire des économies sur votre facture finale. Donc, et comme je le disais, de l'alarming. Donc, si on passe sur la slide suivante, donc première chose, on digitalise. Donc, on voit vraiment où est-ce qu'on en est au niveau de, que ce soit la distribution électrique ou que ce soit la consommation. Point 3, c'est vraiment la digitalisation des données. Donc, encore une fois, on fait tout remonter sur la même supervision. On est capable, en fait, en instantané, de pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe, de pouvoir analyser, par exemple, des perturbations réseau ou un événement électrique qui aurait survenu à un instant. On va pouvoir revenir sur l'historique pour pouvoir comparer à la même période ou pour pouvoir avoir en fait une analyse un peu plus fine. Et on va avoir aussi la possibilité de donner différents accès, enfin différents niveaux d'accès. C'est-à-dire, le corporate ne voudra pas forcément voir la même chose que le technicien qui va vouloir plutôt faire la maintenance du site. Donc, corporate, on va plutôt axer les rapports et l'accès sur des éléments comme vous voyez, donc les consommations, un rapport au niveau des IPE, une heatmap qui va pouvoir vous donner les consommations à l'instant T, pouvoir, on va dire, dégrossir l'identification des gaps qu'on peut avoir. Et plus on rentre dans la maille, plus on va pouvoir analyser de manière fine et pouvoir prédire, on va dire, des potentiels remplacements. Donc, point 4 étant la cybersécurité, on le sait tous, hein, c'est quelque chose aujourd'hui, c'est un point qui est très très important. Tous les clients, que ce soit des clients sensibles ou des clients, on va dire, plus orientés tertiaires, nous demandent à tous des preuves, des certificats, comme quoi on est bien cybersécure, comme quoi l'application qu'on va installer chez eux, potentiellement sur leur serveur, ne va pas ouvrir la porte à des failles potentielles ou des problèmes potentiels. Donc,
bien comprendre que toutes les offres qu'on a du côté de Schneider Electric sont certifiées, sont Ah, je crois qu'on t'a perdu, Sébastien. Ah, sûrement un petit problème de réseau. Saïd, tu peux prendre le relais sur le discours? Pardon? Ah non, on t'entendait plus, Sébastien. Ah Ça bon? a été. Ok. Alors, je ne sais pas où vous êtes arrêté, mais en termes de cybersécurité, donc on disait qu'on était vraiment très, très à la pointe et qu'il y avait il y avait plusieurs versions qui étaient, qui étaient remises par an, en fait, en termes de mise à jour. Donc, on a toujours, en fait, un logiciel, une solution qui est cybersécurisée et qui est suivie, que ce soit en interne ou externe, pour pouvoir être la plus sécurisée possible. Et enfin, une démarche éco-responsable. Donc, ça pourrait être même le premier point. On est vraiment dans une démarche efficacité énergétique. Il y a de plus en plus de politiques publiques qui nous incitent. Il y a de plus en plus aussi de communication autour de ça. Au-delà de la communication, c'est vraiment un enjeu majeur, comme on le disait en introduction. C'est même pas forcément qu'une démarche, c'est vraiment une responsabilité. Donc, voilà, ça nous aide, PME, à rentrer dans cette démarche-là. Ça nous aide à pouvoir être tous plus efficaces et savoir où est-ce qu'on consomme pour pouvoir agir derrière. Donc voilà, on va avoir la chance, la possibilité d'avoir une démo sur la partie PME par Saïd. Frédéric, je ne sais pas où est-ce qu'on en est en termes de temps. Est-ce qu'on est plus pressé ou... Tu voulais aborder Energy Hub? Ouais, peut-être 2 minutes. 2 minutes, juste. Allez. On va faire ça juste avant que tu prennes la main, Saïd. Ah, du coup, Saïd, si tu peux avancer, parce que c'est toi quand même avancer la diapo, s'il te plaît. Donc un petit point sur la partie Energy Hub dont on a parlé aussi sur le slide représentant les différentes solutions. On a vu donc PME qui est un outil, on va dire un outil assez complet, même très complet, qui va pouvoir permettre de répondre à tous les besoins. Maintenant, on sait très bien que sur du petit tertiaire, moyen tertiaire, on va pas avoir les mêmes besoins. On va pas avoir besoin de mettre des IPE, on va pas avoir besoin de rentrer, on va dire, dans la maille et potentiellement de faire les mêmes analyses et de rapatrier les mêmes produits non plus. Donc, on a une solution, on va dire, plus simplifiée, plus basique, qui est Energy Hub, qui correspondra à ces bâtiments-là. Donc, la solution est cloudée, donc il n'y a pas de logiciel à installer, c'est pas difficile à maintenir. Il y a les updates, même en termes de cybersécurité, se font directement, puisque le logiciel est cloudé. On a une découverte automatisée des équipements, donc en fait, on a quelque chose de presque qu'on qualifiera de seamless, hein. C'est-à-dire qu'on a en fait quelque chose qui va nous permettre de ne pas installer un logiciel, de ne pas avoir quelque chose d'intrusif, on va dire, sur les réseaux, et derrière de pouvoir en fait le configurer, l'installer de manière très 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 simplifiée. On n'a pas besoin d'avoir l'équivalent de système intégrateur, donc de gens qui connaissent, qui savent comment programmer un logiciel, comment le déployer. Ce logiciel pourra se faire notamment soit par les services du client final, soit par un installateur, on va dire, entraîné sur cette partie-là. Donc, on a une création automatique de tableaux. Il n'y a pas de customisation. On est sur du tableau simplifié, mais ça permet d'avoir une visualisation directe et plus et simplifiée, on va dire. On peut passer peut-être sur la slide suivante. Donc, comme je le disais, facile de suivre, facile de pouvoir comparer en fait différentes données. Donc, que ce soit des données d'aujourd'hui ou des données d'il y a un an, en fait, on va pouvoir sélectionner différentes plages horaires, différentes plages au niveau des dates pour pouvoir aller faire cette analyse-là. On va pouvoir aussi rentrer dans le détail des différents éléments qui constituent l'architecture de comptage. Et
notamment, on aura une possibilité qui est intéressante, on va dire, pour tout ce qui est partie, donc le retail, les chaînes de restaurants, les chaînes de boulangerie ou autres, de pouvoir comparer donc les principaux consommateurs d'énergie par site. Okay, et de potentiellement comparer les sites entre eux aussi. Donc une solution simplifiée par rapport à PME, plus facile à mettre en œuvre et forcément moins coûteuse, mais qui s'adresse plus aux bâtiments, donc petits bâtiments tertiaires ou moyens bâtiments tertiaires. Voilà. Je voulais juste faire une petite passe sur la partie Energium pour qu'on comprenne aussi qu'est-ce qui est disponible. Donc Saïd, je te passe la main sur la démo PME. Très bien, merci. Donc, je vais vous partager l'outil PME. Je vais être votre guide à travers ce monde virtuel. C'est bon, ça y est, c'est bon? Ah ouais. Ok. Donc, écoutez, bonjour à tous. Merci de participer à ce WebEx. Je pense que tout a été dit au préalable et donc j'ai pas forcément beaucoup de choses à rajouter là-dessus. Gardez bien à l'esprit que voilà, l'outil qu'on va vous présenter, c'est l'outil un peu phare de Schneider. C'est l'outil central qui fait un peu la connexion avec une GTB, avec une GMAO, tout ça. Donc c'est vraiment l'outil central sur lequel Schneider porte toutes ses attentions, donc pour Monitoring Expert. Après, je peux aussi comprendre que voilà, chez nous, on a pas mal d'outils, on a pas mal de choses, et aussi, il est bien aussi de résumer avec des critères assez simples le choix d'outils pertinents. Donc, mes collègues l'ont exprimé, c'est déjà la taille des sites sur lesquels vous travaillez. C'est un premier critère. Est-ce que vous êtes sur des petits sites ou des gros sites? Et en fonction de la criticité. Un deuxième critère, c'est cloud ou pas cloud. Là aussi, ça va vous donner un deuxième critère qui va vous permettre de vous orienter sur une offre. Et un troisième critère, c'est contrôle commande ou monitoring. Voilà. À partir de ces trois critères-là, logiquement, la solution émerge directement du portfolio Schneider et il n'y a pas 50 000 outils possibles. Donc voilà. Là, l'outil sur lequel je vais vous présenter, c'est vraiment PME, donc c'est là-dessus que je vais faire un focus. Vous pouvez poser toutes vos questions sur le chat. Je me ferai un plaisir d'y répondre par la suite. Donc PME, voilà, c'est un outil multi-segment, donc il s'adresse à tout type de segments, donc on adresse vraiment tous les segments. Là, vous voyez sur le côté gauche les différents onglets usines, tertiaires, hôpital et utilities. Voilà, vu que c'est un outil démo, donc c'est plutôt un outil où on montre toutes les capacités et l'étendue de PME. Pour autant, PME reste quand même un outil sur mesure vis-à-vis du client qui en devient propriétaire. C'est-à-dire que c'est un outil qui va être vraiment taillé pour son besoin spécifique. Donc, si c'est une personne qui est dans le segment santé, voilà, on aura une vue plutôt orientée hôpital avec les fonctionnalités qui sont inhérentes à ça. Si c'est plutôt un industriel, on aura exactement une vue plutôt industrielle avec les indicateurs de performance énergétique qu'a évoqué Arnaud juste avant, qui auront été définis, tertiaire et ainsi de suite. Donc voilà, vraiment, il y a vraiment cette puissance-là de l'outil, c'est-à-dire qu'il est capable de faire beaucoup de choses, mais il y a aussi ce côté un peu custom, c'est-à-dire que l'outil est vraiment adapté exactement sur mesure aux besoins du client. Concernant, là j'ai fait plutôt un focus sur la partie tertiaire, donc je sais que dans le public il y a un peu tous les segments, mais j'ai fait un choix arbitraire pour aller sur la partie tertiaire. Donc sur la partie tertiaire, ça se présente un petit peu comme ça PME. Vous avez une vue un peu page d'accueil qui est un petit peu une vue synthétique, je dirais des widgets que vous avez, que vous voulez voir en première approche. Donc, il y a la consommation énergétique, un peu l'empreinte carbone, la météo, ce genre de choses. Donc, ça, c'est vraiment la page d'entrée que le client souhaite et qui est vraiment sur mesure. À partir de là, on peut après se balader dans l'outil pour aller voir un petit peu différents graphiques qui donnent une version synthétique de la situation. Alors, il faut bien comprendre une chose, et c'est ça que j'essaye d'expliquer tout le temps à mes clients.
un outil sans driver, donc sans personne derrière, c'est un outil qui ne sert à rien. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'utilisateur de l'outil tout seul ne fait pas grand-chose, il reste sur un bureau. Et aussi un outil sans réflexion, sans maîtrise et sans connaissance, c'est un outil qui est inerte. Toute la matière grise et toute la connaissance, c'est vous qui l'apportez ou c'est les clients qui l'apportent. Et l'outil là n'est qu'une aide à la décision. Pour autant, si vous ne faites rien ou si vous n'utilisez pas l'outil, il ne fera pas les choses à votre place. Donc voilà, donc c'est un outil, reste toujours un outil. Voilà, c'est quelque chose qui va vous aider et qui est puissant dans l'analyse, mais c'est vous qui allez exploiter les datas et c'est vous qui allez prendre les décisions. Donc ça, c'est une chose importante. Donc là, voilà, on a une vue un peu synthétique des différents graphismes. Ce qui est intéressant, c'est l'outil est certifié ISO 50001, mais il n'est pas que certifié ISO 50001, il est certifié ISO 50002 et ISO 50006. Donc il apporte aussi tout ce qui est la partie audit énergétique et toute la partie aussi, je dirais, système de monitoring énergétique. Et donc il a des diagrammes qui sont déjà préfaits. Qui remplissent ces certifications. Et donc, voilà, vous avez cette possibilité d'exploiter ces diagrammes qui sont déjà préfaits. Là, je vous ai mis, un peu l'accent sur le diagramme de Sankey. C'est un diagramme que j'aime bien parce que c'est un diagramme qui est assez synthétique, qui permet de voir un petit peu le flux d'énergie lorsqu'il arrive sur votre site et voir un peu sa décomposition. On peut tout à fait se balader et zoomer sur ce qu'on veut aller voir plus précisément et plus finement. Et voilà, donc après, vous avez aussi d'autres diagrammes. Le diagramme Pareto aussi, qui est un diagramme, c'est la règle des 80-20. Sur une première approche, comme on l'a expliqué, c'est que la certification ISO 50001 ou la démarche ISO 50001, c'est une démarche d'amélioration perpétuelle. Donc, ce que vous allez tabler au début, c'est les 80 premiers pourcents de la consommation du site pour pouvoir aller chercher les gros gains. Et ensuite, vous affinerez pour aller chercher les 20 derniers pourcents. Vous comprenez bien que c'est toujours pareil, c'est que les premiers 80% sont plus faciles à atteindre ou à dégraisser. Et les 20 derniers pourcents sont un peu plus durs et ils nécessitent beaucoup plus d'investissement. Donc voilà, l'outil permet vraiment de faire ça au niveau monitoring. Comme je l'ai dit, c'est un outil extrêmement puissant, mais il est à la frontière un petit peu et il s'associe à différents autres outils comme une GTB, comme une GMAO. Et là, typiquement, on a des choses qui vont plus loin que le monitoring énergétique. Typiquement, la vue dynamique de votre installation électrique. Ça, dans un système de monitoring classique, où vous remontrez les données kilowattheure, puissance et autres, vous n'avez pas forcément cette fonctionnalité-là. Et là, on a typiquement une vue en temps réel des consommations énergétiques sur votre schéma. Une des particularités, c'est que c'est un outil Schneider, donc il a cette spécificité, cette facilité, c'est que si vous avez une installation qui est en Schneider ou en full Schneider, vous avez tout ce qui est driver, tout ce qui est pilotage de produits qui est natif. Donc ça veut dire que voilà, PME peut venir directement aller voir une micrologique d'un master pack, aller remonter des données d'un portail via la passerelle. Tout ça, c'est natif et tout ça nécessite peu de développement d'intégration là-dessus. Dès lors qu'on a des produits qui sont tiers, on peut tout à fait les intégrer, mais je dirais l'exploitation des données est définie parce que met à disposition le fabricant. Donc, c'est-à-dire typiquement le modèle du produit. Je prends le cas d'une micrologique. Là, vu que c'est un produit Schneider, on est capable d'aller voir directement dans la micrologique. Un produit tiers, je n'aurai à disposition que les données de mesure. Je ne saurais jamais comment est constitué à l'intérieur le produit, le modèle du produit. Donc, c'est une boîte noire qui communique avec PME, mais ça peut être complètement suffisant. Mais voilà, sachez qu'il y a cette spécificité, c'est que dès lors que vous avez des produits Schneider, vous avez le côté natif qui se met en place. Je vais revenir un petit peu aussi sur le segment hôpital. Comme je vous l'ai dit, on s'adresse à différents types de segments. Il a aussi la particularité de monitorer. Il a plusieurs options, plusieurs grandes options. Il y a eu, je crois, j'en ai le nombre 8. Il y a la partie capacité disjoncteur, le groupe visualisation du groupe électrogène,
le régime IT. Voilà, il y a 8 grandes options majeures sur PME. Là, typiquement, le régime de neutre IT, qui est un régime de neutre qui est spécifique dans l'industrie, mais aussi dans les hôpitaux, voilà, on a cette possibilité aussi de monitorer le régime de neutre. Et donc là, vous pouvez, grâce à PME, aller voir un petit peu ce qui se passe lors d'un premier défaut sur un régime de neutre de type IT. Et donc, vous avez cette possibilité de voir un petit peu ce qui se passe là-dessus. Donc voilà, donc c'est un outil, encore une fois, extrêmement puissant qu'il faut utiliser, voilà, qu'il faut utiliser avec intelligence pour pouvoir exploiter toutes ces performances. L'alarming, c'est aussi un outil qui fait aussi de l'alarming. Donc c'est une fonctionnalité, voilà, vous avez les différentes alarmes qui remontent, qui sont les alarmes actives, les alarmes non acquittées. Et voilà, vous allez avoir une vue des alarmes non acquittées. Une des choses qui est intéressante, c'est l'avalanche d'alarmes. C'est-à-dire que grâce à PME, vous allez pouvoir voir, lorsque vous avez voilà, une batterie d'alarmes qui se sont déclenchées en même temps, pour l'analyse, c'est assez difficile de se dire qui a fait quoi. Et grâce à PME, vu qu'il a un temps de réponse, un temps de captation des données assez rapide, on descend à l'échelle de la milliseconde. Hein. Donc, ça veut dire que voilà, on a de quoi capter des signaux très rapidement. On est capable de savoir la chronologie des alarmes et donc de remonter à l'alarme source qui a déclenché toute cette cascade d'alarmes derrière. Donc ça, c'est un élément intéressant dans l'analyse de défaut. Et enfin, je conclurai, alors je ne sais pas si j'ai encore un peu plus de temps, mais… Pas trop. D'accord. Je conclurai sur la partie rapport. Ce qui est extrêmement puissant, c'est que le PME va pouvoir aussi vous générer des rapports en automatique. Donc, il y a des templates qui sont déjà préfaits. Et il va pouvoir vous permettre de vous générer des rapports automatiques. Je vous donne un exemple concret. Le groupe électrogène, j'aime bien cet exemple-là parce qu'il est typiquement dans le milieu de la santé. Il y a une obligation de le tester, alors je crois que c'est une fois par mois minimum de mémoire. Et vous êtes obligé de générer un rapport horodaté pour pouvoir justifier le fait que vous l'avez testé le groupe électrogène. Typiquement, ça, PME va pouvoir automatiser ce rapport-là. C'est-à-dire qu'il ne démarrera pas le groupe électrogène, c'est bien à vous de le faire. Mais par contre, grâce aux sensors qui sont placés sur le réseau, il verra bien que le groupe électrogène a pris la main et on pourra générer un rapport automatique par rapport à ça. Et donc, voilà, toute la pertinence de l'outil, elle est plutôt d'enlever le côté fastidieux des métadonnées que vous allez recevoir ou des données et de vous générer des choses en automatique. Encore une fois, je le redis et je conclurai là-dessus, c'est que ça reste un outil. L'intelligence, ça reste toujours le bonhomme qui analyse ces données pour prendre la bonne décision et la bonne action. Voilà. Donc, je vais passer la main alors à Aude qui est Energy Manager. Energy Manager et qui est une utilisatrice de l'outil tous les jours au sein d'un site Schneider. Merci Saïd. Merci Saïd, bonjour à tous. Donc moi, je vais vous présenter un cas concret d'utilisation de PME et les impacts sur les consommations énergétiques. Donc je vais vous parler du site de Schneider Technopole qui est situé à Grenoble. Donc le site de Technopole date de 1920, il s'agit du berceau historique de la société Merlin-Gerin. Technopole, c'est un site de R&D qui s'étend sur 43 000 m², dont 22 000 m² de laboratoire et de plateforme d'essai. Ce site accueille plus de 1000 collaborateurs et environ 35 000 visiteurs par an. Donc, nous sommes certifiés ISO 14001 pour l'environnement, ISO 50001 pour l'énergie et LEED Platinum pour le bâtiment T11 depuis 2019, donc pour la partie construction, et depuis 2021 pour l'exploitation. Donc justement, ce bâtiment T11, on va s'y intéresser d'un peu plus près. C'est un bâtiment tertiaire donc qui date de 2017. Il fait 10 500 m² et il accueille environ 570 collaborateurs. Donc à l'ouverture de ce bâtiment, on avait un objectif de consommation de 45 kWh par m² par an, tout usage confondu, mais hors process restaurant.
Donc cet objectif 45, ça a été notre cheval de bataille à l'ouverture du bâtiment, parce qu'on va voir par la suite qu'on en était très loin en 2017. Donc T11, c'est un bâtiment instrumenté et connecté, puisqu'on compte sur ce bâtiment un total de 320 compteurs, ce qui nous permet de différencier les usages tels que la CVC, le CS, l'éclairage, les prises de courant ou encore l'IT. On a également environ 8000 points contrôlés et monitorés. Donc, par exemple, dans chaque open space, on a des capteurs de luminosité qui nous permettent d'adapter l'intensité lumineuse en fonction de l'apport d'éclairage extérieur. On a des capteurs CO2 qui nous permettent de réguler l'apport d'air neuf dans les open space et des sondes de température qui nous permettent de réguler le chauffage et la climatisation. Sur T11, on a également 350 room controllers donc pour le pilotage du confort. Donc, dès qu'un résident entre dans un open space, on passe en mode occupé et donc l'éclairage et la CVC vont se mettre en route selon les consignes définies. L'ensemble de ces capteurs, automates et installations sont contrôlés via notre GTB EBO pour un pilotage actif du bâtiment. Les usages sont automatisés et gérés via cette solution, ce qui permet de maximiser le confort, de réguler les consignes et d'avoir un pilotage fin des usages en fonction de l'occupation réelle du bâtiment. Et enfin, donc sur nos compteurs, donc les 320 compteurs qui sont installés, ils communiquent, ils remontent sur la solution de monitoring énergétique PME, ce qui permet d'analyser en temps réel les consommations du bâtiment. Donc cet outil nous permet de détecter les éventuelles dérives de fonctionnement et de consommation, et donc on est réactif pour la mise en place d'actions correctives. Donc comme le disait Saïd, il vous a fait une démonstration, c'est vraiment un outil qu'on va pouvoir personnaliser. On crée nos tableaux de bord avec le pas de temps souhaité. On peut se comparer à la semaine passée, au mois passé, à l'année précédente. On peut aussi éditer donc des rapports avec l'historique de consommation par compteur. Il y a également la partie diagramme que moi j'utilise beaucoup parce qu'on sur cette partie diagramme, on a notre architecture électrique dynamique et en fait, on va pouvoir identifier vraiment tout de suite d'où viennent nos dérives. Donc concrètement, au niveau des consommations du bâtiment T11, comme on peut le voir sur ce graphique, nous avons réduit de 66% nos consommations entre 2017 et 2022, puisqu'aujourd'hui, on a un IPE de 43 kWh par mètre carré par an. Et notamment, on constate une nette baisse des consommations à partir de 2018, année pendant laquelle PME a été mis en place. Comme je vous le disais précédemment, en 2017, on était vraiment loin de l'objectif 45 puisqu'on avait un IPE de 127 kWh par mètre carré. Donc en fait, en 2017, ça a été la première année d'exploitation de T11. Donc on a commencé par corriger les dysfonctionnements au niveau des installations et du comptage. Il y a d'abord eu une phase de vérification terrain sur les installations techniques et on a vérifié la cohérence entre le contrôle et la commande des équipements GTB. On a également optimisé le réglage des paramètres des installations sur la GTB et en 2007, on a donc commencé à mettre en place PME puisqu'auparavant, on suivait nos consommations uniquement par des relevés mensuels. Donc, on était très peu réactif en cas de dérive. Donc, grâce aux différentes actions menées sur l'année 2017, on a atteint un IPE de 102,2 kWh par mètre carré à la fin de l'année. Ensuite, en 2018, ça a vraiment été la première année d'optimisation du bâtiment. Donc, on a créé notre année de référence et on a fini de mettre en place PME, ce qui nous a permis donc de suivre vraiment en temps réel nos consommations énergétiques. Donc, je peux vous citer quelques exemples d'actions qu'on a menées sur l'année 2018. Par exemple, au niveau des ventiloconvecteurs dans les open space, on a fait en sorte que la ventilation s'arrête si la consigne était atteinte. Auparavant, la ventilation fonctionnait tout le temps. On a également optimisé les éclairages dans les circulations en réglant des temporisations et des détections. Sur GTB, on a également asservi le fonctionnement de nos thermofrigos-pompes à la température de la boucle eau glacée et non plus par rapport à la demande des pompes de circulation. Donc, ça a permis de réduire la période de fonctionnement des thermofrigos-pompes.
Donc la PME est vraiment intéressant dans le sens où dès lors qu'on fait une action, on constate, on mesure vraiment immédiatement l'impact de cette action. Sur l'année 2018, on a également optimisé l'éclairage dans les open space. Donc en fait, on a réduit la consigne de 300 lux à 200 lux. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est fait vraiment progressivement. Il y a des tests qui ont été menés en collaboration avec les résidents. Et on verra même qu'on est allé encore plus loin les années d'après. Ensuite, en 2018, on a également mis en place le free cooling au niveau des CTA. Donc, entre 16 degrés et 22 degrés de température extérieure, les CTA sont forcés en ventilation, ainsi que tous les ventilos des cassettes. Donc ça, par exemple, en été, ça nous a permis de démarrer les thermofrigopompes beaucoup plus tard le matin. Et on sait que les thermofrigopompes, c'est vraiment un poste de dépense énergétique important. Et un dernier exemple d'action qu'on a mené, c'est la mise en place de VRV dans les locaux VDI. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte via PME que le week-end et la nuit, les thermofrigopompes et les pompes de puits redémarraient uniquement pour refroidir les locaux VDI. Donc là, ça a été aussi une très grosse économie de mettre en place ces VRV dans les locaux VDI. Donc voilà, 2018, c'est une période où on a vraiment commencé à travailler via PME sur notre talon énergétique en nuit et week-end. On a vraiment cherché à diminuer au maximum notre talon. Donc grâce aux différentes actions menées, on a baissé de 33% notre consommation entre 2017 et 2018. Ensuite, en 2019, donc on a encore continué à optimiser l'éclairage. On a fini d'installer les VRV dans les locaux VDI et on a optimisé le free cooling en développant une vue sur GTB pour vraiment contrôler les différents paramètres liés à la mise en marche et à l'arrêt du free cooling. Donc, grâce aux différentes actions menées en 2019, on a à nouveau baissé notre consommation énergétique, puisqu'on a baissé donc de 24%. À la fin 2019, on a atteint un IPE de 51,6 kWh par mètre carré. Ensuite, en 2020, on a atteint notre objectif 45, le fameux objectif 45, puisqu'on était, donc à fin 2020, un IPE de 44,3 kWh par mètre carré. En 2020, on avait identifié via PME que les salles de réunion, le showroom et le restaurant consommaient une part non négligeable d'énergie, alors que finalement, ce sont des espaces qui sont occupés de façon ponctuelle et complètement disparate. Donc, on a travaillé sur cet axe-là. Par exemple, on a mis en place sur GTB un pilotage des usages, donc CVC, éclairage et prise de courant pour 2 grandes salles de réunion et pour le showroom. Donc ça nous a permis de piloter ces zones selon des programmes horaires et selon vraiment la réelle occupation de l'espace. On a également raccordé l'éclairage du restaurant à la GTB et programmé des périodes d'occupation et inoccupation. Alors qu'avant, voilà, c'était tout fait sur interrupteur. De la même façon que pour les salles de réunion et le showroom, on peut désormais piloter la CVC au niveau du restaurant puisqu'on a installé des sondes CO2 et des sondes de température. Et enfin, sur GTB, on a également rajouté le pilotage des VMC des sanitaires avec la mise en place d'un programme horaire. Je vous parlais tout à l'heure de cette conso talon. Voilà, la nuit et le week-end, la VMC des sanitaires est totalement coupée. Je vois que l'heure tourne, je me dépêche. Grâce aux différentes actions, on a baissé notre consommation de 14% entre 2019 et 2020. Et enfin, en 2021-2022, on a continué d'optimiser nos consommations énergétiques puisqu'on a atteint un IPE de 43 kWh par mètre carré à fin 2022. Donc, je vous le disais tout à l'heure, donc PME, ça va nous permettre aussi de mettre en évidence les équipements les plus énergivores. Et nous, dans notre cas, on a nos pompes de puits donc pour le fonctionnement des thermofrigopompes, qui est un poste de dépense énergétique important. Donc, en 2021, on a travaillé sur cette consommation. On a mutualisé en fait les pompes de puits entre 2 bâtiments, T11 et T12. En fait, auparavant, donc on avait un
un puits pour le fonctionnement du confort du bâtiment T11 et un puits pour le fonctionnement du bâtiment T12. Et désormais, on n'utilise plus qu'un puits pour les deux bâtiments. Donc, pour simplifier, on a divisé nos consommations par deux. Et enfin, un exemple concret de PME qu'on a eu dernièrement, là, un cas concret qui s'est produit donc sur ces pompes de pluie. Il y a 2 semaines, en fait, il y a eu un problème de communication au niveau des pompes de pluie. Elles sont restées sur leur dernier état de fonctionnement et donc elles ont fonctionné tout le week-end. Donc ça, par exemple, grâce à PME, on a pu l'identifier le lundi matin et donc on a pu apporter une correction, une action corrective immédiate. Donc au final, entre 2017 et 2022, je vous disais, on a réduit de 66% nos consommations énergétiques. Donc l'atteinte de cet objectif 45 a été rendue possible grâce aux outils de monitoring et d'analyse. On comprend notre bâtiment, on a un pilotage fin des installations et donc on optimise nos consommations énergétiques. Donc PME, ça nous permet de mesurer, de surveiller et de nous alerter. Et donc cela nous aide vraiment au quotidien et aussi sur le long terme, puisqu'on va pouvoir définir des plans d'action. Et encore une fois, tout cela ne se fait pas au détriment du confort thermique des résidents. Le bâtiment répond aux besoins de l'ensemble des occupants et tout en prenant en compte les problématiques d'efficacité énergétique. Donc maintenant, je vais repasser la main à Frédéric qui va conclure ce webinaire. Merci. Hop, c'est bon, j'ai la main. Merci beaucoup pour cette démonstration. Donc vous avez compris, un logiciel de monitoring, ce n'est pas lui qui va faire les actions pour vous, hein. Par contre, ça va permettre de visualiser très rapidement les gisements d'économie d'énergie, de voir les consommations qui dérivent et vous permettre ensuite d'agir. Clairement, sans visualisation, ce serait compliqué, par exemple, d'accéder aux performances qui ont été montrées sur le site de Technopole. Pour conclure, et puis on prendra peut-être 2-3 questions à la fin parce qu'on arrive à 15h15. Un monitoring énergétique, donc c'est effectivement ce que je vous ai dit pour opérer les gisements d'économie, mettre en place des indicateurs de performance et les suivre, hein. S'il n'y a pas d'exploitation derrière, ce sera difficile de maintenir la performance ou de la faire évoluer. Petite information qui a été évoquée, il y a une fiche C2E qui est disponible pour les sites industriels qui permet de financer une bonne partie de la mise en place d'un monitoring énergétique. Et puis, quelques notions de potentiel là, dans le cadre des monitoring énergétiques. Si on raisonne sur la partie ISO 50001, il y a déjà 1500 sites de certifiés en 2020, mais il y en a encore d'autres qui vont adhérer à cette démarche. Si on raisonne sur l'obligation de faire un audit énergétique, la norme EN 16247, elle a été remodelée il n'y a pas très longtemps. Enfin, il y en a eu une en 2019 et puis en 2022. Elle oblige maintenant de définir un plan de mesurage et donc d'installer des compteurs et de suivre leurs performances. Donc, c'est lié à la taille de l'entreprise, hein. Globalement, il y a 17 000 entreprises qui seraient éligibles à ça. Et enfin, le dernier point, même si on n'est pas sur des plans de mesurage aussi complets que ce qu'on a pu voir sur des gros bâtiments ou sur des sites industriels, il y a quand même 300 000 bâtiments qui sont concernés par le décret tertiaire, hein, des bâtiments de plus de 1000 mètres carrés en France. Et si on prend les plus gros, il y en a 30 000 qui sont supérieurs à 5 000 mètres carrés, de 5 000 jusqu'à plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés. Et là aussi, il y a un potentiel pour installer ces compteurs et faire des plans de mesurage et de suivre la performance sur de longues années. Voilà, alors je vais juste regarder quelles questions on a eues. J'en ai vu une dans le chat qui demandait si PME faisait office de jumeau numérique. Donc PME, ça vous donne la vision de votre bâtiment à l'instant T, où ça vous permet de remonter dans le temps, de voir ce qui s'est passé et d'avoir des courbes de tendance.
mais ce n'est pas un logiciel de jumeau numérique. Le jumeau numérique permet vraiment de matérialiser le logiciel et de faire des simulations pour voir comment il réagirait si on modifiait quelques données. Et si vous voulez vraiment faire ça, on a d'autres logiciels chez Schneider qui font ça. Par exemple, Étape, qui a le logiciel Étape, qui a un module de simulation et qui fait office de jumeau numérique. Voilà, est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'ai vu que mes collègues répondaient au fur et à mesure. Tout au début, il y avait une question, est-ce que la norme impose un certain nombre de compteurs? Non. Non, les compteurs, c'est soit sur la RE2020, ils sont définis par usage. Hein. On vous demande de mesurer les consommations de certains nombres d'usages qui ont augmenté avec la RE2020. Je crois qu'on est passé à 7. Et par contre, dans l'industrie, dans le cadre d'une démarche ISO, il vous demande que le plan de mesurage corresponde à 80% de la facture énergétique. Voilà. Donc, ça vous donne à peu près le nombre de compteurs qu'il vous faut installer. Alors, généralement, on commence par les gros consommateurs et puis après, on descend pour affiner et voir exactement ce qui se passe au plus près du terrain. Voilà. Et la dernière question, j'ai pas le coût financier, ou en tout cas pas sous la main des investissements qui ont été faits sur Technopole. Donc, c'est pas uniquement la partie monitoring, il y a eu des actions de fait effectivement pour réduire ses consommations. On l'a eu fait sur un autre site où on a effectivement mesuré ça, les investissements par rapport aux gains que ça peut apporter sur la facture énergétique. Et on a des ROI qui sont qui varient en fonction des actions, mais globalement, ça va de 2 à 6-7 ans ou un peu plus de 10 ans sur la partie photovoltaïque qui est beaucoup plus cher à installer, mais qui permet effectivement, en faisant de l'autoconsommation, de réduire le soutirage sur le réseau Enedis. Voilà, on a dépassé l'heure. J'espère avoir répondu au moins aux plus grosses questions. Sinon, je vais encore regarder la dernière. Est-ce qu'un système comme Smart Impulse sont interopérables avec Schneider? Je ne connais pas. Smart Impulse, ce qu'on peut vous dire, c'est que sur nos solutions, donc soit on récupère tout ce qui est compteur communicant, donc on a parlé de Modbus, d'Ethernet, de BACnet si on est sur une partie un peu plus GTB, l'impulsionnel simple, hein, on a des produits qui servent d'interface. Et après, nos logiciels, on a la possibilité d'avoir des API qui permettent de discuter d'un logiciel à l'autre. Alors, ça se passe souvent via le cloud, hein, mais si Smart Impulse a cette possibilité-là, on serait capable de remonter leurs données. Très bien. Bon, bah, je pense avoir fait le tour. Donc, comme on vous a précisé, vous allez recevoir un mail avec le lien pour accéder à la vidéo du webinaire, au support qui vous a été présenté dans la semaine prochaine. Vous allez avoir, pas forcément cet après-midi parce qu'il faut qu'on les charge sur nos serveurs. Voilà. Et là, je vous souhaite une très bonne fin de journée, un bon week-end. Et je vous remercie de vous être connectés vendredi après-midi.